Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le droit à l'avortement et l'accès à la contraception sont des sujets qui touchent à l'intime et qui sont en même temps éminemment politiques, avec une parole très souvent masculine, parfois exclusivement masculine, pour légiférer sur le corps des femmes. Toléré ou criminalisé, légalisé ou violemment combattu, droit à l'avortement aux États-Unis, des luttes du passé toujours très présentes. 50% des Américains sont encore contre l'avortement, 40% pour et 10% sans opinion. L'avortement est désormais légal aux États-Unis. Ainsi en a décidé la Cour suprême après 2 ans de délibération. Par 8 voix contre 2, la Commission a décidé de lever l'interdiction faite aux hôpitaux de participer à des mesures anticonceptionnelles, même quand une grossesse risquait de mettre en danger la vie d'une malade. Jimmy Carter, par ses propos contradictoires, s'est aliéné les sympathies de la hiérarchie catholique et des organisations favorables au droit à la vie. Contrairement à ses 2 prédécesseurs, Bill Clinton a toujours affirmé son attachement au droit à l'avortement. Dès janvier 1993, il abrogeait des décrets restrictifs pris par Reagan et Bush. Le problème de l'avortement nous prend à la gorge. Est-ce que l'avortement tue une vie humaine ou non? Si ça tue, et la médecine le montre de plus en plus, il faut l'arrêter. L'histoire du droit à l'avortement aux États-Unis. Bonjour Anne Légier. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris-Cité. Vous êtes spécialiste de cette histoire de l'avortement aux États-Unis. Si l'on veut mettre un peu de profondeur temporelle à ce qui nous intéresse aujourd'hui et regarder vers le passé, le 19e siècle, dans le cas des États-Unis, on a le phénomène, j'imagine, que l'on peut retrouver un peu partout, en Europe aussi, en Occident, c'est-à-dire l'avortement est condamné, il est pratiqué, bien sûr, et ça on l'oublie souvent, mais c'est encore condamné, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, en fait, si on regarde l'histoire de l'avortement sur la longue durée, c'est que l'avortement est criminalisé relativement tardivement aux États-Unis, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du 19e siècle. Avant cette période-là, c'est accepté. On parle même pas d'avortement avant ce qu'on appelle le quickening, qui est la période d'animation, qui est quelque chose qui n'est pas scientifique, on le sait aujourd'hui, mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Donc, l'idée qu'il n'y a vraiment grossesse qu'à partir du moment où on peut sentir un mouvement du fœtus à l'intérieur. Et donc, jusqu'à cette période-là, qui est à peu près le 4e, 5e mois de grossesse, on parle pas du tout de grossesse vraiment. On parle de menstruation bloquée, de choses comme ça. Et donc, c'est seulement à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, qu'il y a une campagne des médecins pour criminaliser l'avortement. Mais ça, c'est en comparaison avec d'autres pays, parce que vous dites les États-Unis, ça arrive un peu plus tard. Ça veut dire que la criminalisation de l'avortement, c'est un peu plus tôt en France, au Royaume-Uni, c'est ça? C'est le début du 19e siècle? En Angleterre, oui. Après, je suis pas spécialiste des autres... Oui, mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce modèle européen qui est appliqué aux États-Unis par le discours médical. Et ça, c'est intéressant de voir ici tous ces discours qui se croisent. Il y a le discours religieux, bien entendu, le discours médical aussi. D'ailleurs, le discours médical, pourquoi criminaliser l'avortement? Alors, il y a une multitude de facteurs. Un des facteurs, c'est propre au corps médical. C'est-à-dire que dans l'Amérique coloniale, on a l'émergence de soignants, d'herboristes, de sages-femmes, etc., qui ont le contrôle sur ces questions-là, enfin sur la médecine en général, mais sur les questions privées en particulier. Vous parliez de ça tout à l'heure, c'est une question intime, féminine. Et donc les sages-femmes ont la main mise sur toutes ces questions de femmes, entre guillemets bien entendu. Et les médecins réguliers, ceux qui sont allés en faculté de médecine, dans la deuxième moitié du 19e siècle, essayent d'asseoir leur autorité. L'association L'Ordre des médecins américains est créée en 1847 et ils veulent asseoir leur autorité et reprendre cette patientèle qui leur échappe. Donc il y a aussi une question financière. Et un des moyens d'asseoir leur autorité, c'est de dire nous on a le vrai savoir médical, on sait que la grossesse c'est quelque chose de continu, que ça commence avant, que l'animation ça n'existe pas. Et donc il y a une question d'argent, de pouvoir, de genre, puisque les sages-femmes sont des femmes. Et puis il y a aussi, vous en avez parlé hier, cette question nativiste qui émerge à cette époque-là. Et donc on s'intéresse aussi à quelles sont les femmes qui pratiquent le contrôle des naissances. Et on s'inquiète du fait que les femmes qui pratiquent les contrôles des naissances à cette époque-là sont plutôt mariées, sont plutôt
blanches ne sont pas catholiques. Et on a un peu peur de cette masse d'immigrés, souvent catholiques, qui ont plus d'enfants que les autres. La question nativiste, c'est ça. C'est dans cette émission que nous avons consacrée à l'histoire de l'immigration aux États-Unis, à écouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France, avec cette idée qu'il y a ces premiers arrivants aux États-Unis, arrivantes, et puis que peu à peu des populations autres arrivent et que le regard des premiers, mais c'était populations européennes, blanches, anglo-saxonnes, n'est pas le même que sur ces populations qui arrivent considérées différentes parce qu'elles viennent d'Europe centrale ou parce qu'elles sont hispaniques. Dans cette histoire-là, Anne Légier, il y a quand même le contexte. Les États-Unis sont un État fédéral, c'est-à-dire qu'il y a plein d'États qui forment un État. C'est pas comme en Europe, où il y a des nations centralisées dans le cas de la France. Pour les États-Unis, le fait que ce soit un État fédéral a des conséquences sur l'histoire de la criminalisation, et je vais réussir à le dire, criminalisation de l'avortement. Oui, tout à fait. Ça se fait État par État. Voilà, mais le phénomène est à peu près le même dans tous les États. Il me semble que c'est l'État du Connecticut qui commence et après on applique un petit peu le même modèle. Alors au début, c'est plus pour protéger les femmes, puisque à l'époque, il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'antibiotiques, que l'avortement peut être extrêmement dangereux. Et on a des premières législations qui sont plutôt des mesures anti-poison, par exemple. Voilà, D'accord. Parce que souvent, on prenait tel ou tel remède, telle ou telle pilule. Et d'ailleurs, on parlait beaucoup de pilules françaises à l'époque dans les journaux. Un des éléments qui nous montre que l'avortement était quand même assez répandu à l'époque, c'est qu'on peut trouver plein de publicités dans la presse populaire sur les pilules françaises, par exemple. Et les pilules françaises restaurent les menstruations. Voilà. Et donc, il y a cette question quand même de est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que on a besoin de protéger les femmes contre ces empoisonnements potentiels ? Et donc, c'est là que l'autorité des médecins est particulièrement bien placée. Et puis, petit à petit, on transforme en des mesures qui sont vraiment clairement criminalisées. Moi aussi, j'ai du mal. Il est très dur à dire ce mot. Le 19e siècle et la criminalisation, ce sont deux éléments difficiles aujourd'hui. Voilà, donc on criminalise de manière plus claire. Et au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, tous les États interdisent l'avortement. Voilà, avec ça. Quelques petites exceptions, parfois, État par État, pour des questions de vie ou de mort. Voilà. Et dans le même temps, il y a des combats pour les droits des femmes. Et là aussi, aux États-Unis comme en Europe, ces combats que nous voyons tout doucement se construire. Est-ce que dans ces combats pour les droits des femmes, on va voir associer l'idée qu'il faut une maîtrise de son corps ? Parce que dans les combats féministes des années 1960-1970, il y a cette idée-là, je suis maîtresse de mon corps. Est-ce que ça apparaît déjà au 19e siècle ? Est-ce qu'on voit des combats pour légaliser l'avortement ? Ça n'apparaît pas dans les discours féministes de l'époque. Non, on se focalise sur d'autres points plus importants, jugés plus importants à l'époque. Donc il n'y a pas vraiment de discours. On dit qu'entre la période de criminalisation, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, et presque un siècle plus tard, il y a un siècle du silence. C'est la sociologue Christine Lucker qui parle du siècle du silence. Donc on parle d'autre chose. Margaret Sanger, après, se focalise sur la question de la contraception. Mais pour asseoir son discours sur la contraception, elle se distancie clairement de l'avortement en disant, en quelque sorte, la contraception, ça permettra d'éviter l'avortement. Margaret Sanger. J'ai toujours été, pour ma part, une adversaire déterminée de l'avortement. L'avortement est la destruction de la vie, alors que la prévention des naissances en est au contraire la sauvegarde. Mais toutes les informations que nous donnions étaient, dans le mot qui a fait fortune depuis, contraceptives. Bref, préventive. Quels arguments donner M. Sanger pour persuader ses auditeurs ? Oh, des arguments très divers. Question d'opportunité et de public. C'est ainsi qu'aux États-Unis, j'emploie des formules comme celle-ci. Il faut être maître de sa procréation comme on est maître de la vitesse de sa voiture. Un excellent slogan. Et aux femmes américaines, je dis, contrôler votre procréation est un devoir.
Vous devez proportionner le nombre de vos enfants à vos ressources matérielles, à votre niveau de vie et à votre potentiel de santé. Et je dis également, vous ne devez mettre au monde que des enfants désirés, attendus, des enfants sains de corps et d'esprit et qui auront été conçus dans l'amour et non dans un moment d'abandon. Une évocation scénarisée en 1954 de Margaret Sanger avec ici une figure du mouvement militant pour la contraception, mais on l'a bien entendu, pas du tout, et même au contraire, elle est contre l'avortement. Margaret Sanger qui a vraiment marqué le début du XXe siècle, elle est morte en 1966, mais c'est vraiment cette première moitié du XXe siècle. Et là, c'est drôlement intéressant ici d'entendre Anne Légier combien il est possible de se battre pour le droit des femmes, pour le droit à la contraception, mais pas pour l'avortement. C'est cette période qui nous intéresse, c'est celle que vous évoquiez, ce moment de silence dans l'histoire des États-Unis à propos de l'avortement. Oui, et puis il faut aussi se rappeler que Margaret Sanger était infirmière et dans sa pratique, elle a vu tous les effets délétères des avortements qui étaient pratiqués, certes dans des conditions compliquées, mais à une époque où on n'avait pas encore les antibiotiques. Donc il y a quelque chose qui est cohérent pour elle, à cette époque-là. Ce qui est intéressant aussi de dire, vous aviez évoqué le fait qu'elle était morte en 1966. Ce qui est intéressant, c'est que son biographe, qui était aussi son ami, Lawrence Ladder, a joué un rôle important après dans le lancement de la conversation aux États-Unis dans les années 60, en écrivant un livre justement, Abortion. Et en donnant un peu l'impulsion pour lancer certains groupes qui pratiquaient la désobéissance civile ou civique sur ces questions d'avortement avant la légalisation en 73. Aujourd'hui, pour parler de cette histoire du droit à l'avortement aux États-Unis, est avec nous Marion Pulse. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez la civilisation des États-Unis à Sciences Po Lyon. Quand nous entendons ces combats, alors pour le droit à la contraception, parfois contre le droit à l'avortement, on est obligé de se rappeler qu'aux États-Unis, ce XXe siècle est un siècle de combats au pluriel. Il y a les combats pour les droits civiques, il y a le combat pour la liberté des femmes, le combat pour la liberté de contraception. Est-ce que tous ces combats se mélangent ? Est-ce que l'on peut voir comme ça un mouvement qui parfois se soutient, se rejoint pour aboutir à la légalisation de l'avortement ? Alors il y a en effet dans les années 60 un certain nombre de mouvements sociaux qui vont avoir lieu et parmi ceux-ci il y a donc la deuxième vague du féminisme américain et c'est cette deuxième vague qui va s'intéresser à ces questions, alors à la fois des questions un petit peu plus sur les droits notamment dans le monde du travail, mais aussi à tout ce qui touche à la question de la contraception et la question de l'avortement, avec cette idée que l'intime est politique. Ouais, l'intime est politique et puis on le dit et on le souligne, le droit à la contraception, ce n'est pas la même chose que le droit à l'avortement, même si les deux combats peuvent aller de pair. Petit tour en 1958 aux États-Unis avec des mesures anticonceptionnelles. Ici Pierre Crénès à New York. La commission des hôpitaux de la ville de New York vient, sous la présidence du Dr Maurice Jacobs, de prendre une décision qui risque de faire grand bruit. Par 8 voix contre 2, la commission a décidé de lever l'interdiction faite aux hôpitaux de participer à des mesures anticonceptionnelles, même quand une grossesse risquait de mettre en danger la vie d'une malade. La résolution de la commission ordonne donc aux hôpitaux de New York de fournir, je cite, des conseils médicaux, des mesures préventives et des dispositifs aux malades du sexe féminin confiés à leurs soins, dont la vie et la santé pourraient, de l'avis du corps médical, être compromis par une grossesse et qui souhaiteraient profiter de tels services médicaux. Fin de citation. Expliquant sa décision, la commission des hôpitaux précise que des mesures anticonceptionnelles sont reconnues par le corps médical quand la vie ou la santé d'une femme sont mises en question. Les docteurs, les infirmières et tout le personnel de l'hôpital, ayant des objections religieuses ou morales, devront être excusés et ne prendront aucune part à ces mesures anticonceptionnelles. Dès ce matin, de puissantes organisations religieuses prennent position. L'archidiocèse catholique romain de New York et de Brooklyn élèvent une solennelle protestation contre les mesures autorisées. Le Conseil protestant de New York et la commission légale et sociale du Congrès juif américain se déclarent en faveur des nouveaux règlements qui ont dès aujourd'hui force de loi dans les hôpitaux de New York. Ajoutons que plusieurs médecins devront prendre la décision
quand une malade sollicitera des mesures anticonceptionnelles. Ici Pierre Clanès à New York, à vous Paris. Nous étions en 1958. Anne Légier, intéressant de voir ici encore une fois que les États-Unis sont un État fédéral. Il se passe des choses à New York qui ne se passent pas ailleurs. Et donc dans ces mesures anti-contraception ou favorables à la contraception, on voit ces différents discours qui se mêlent. Le discours médical pour sauver la maman, le discours religieux qui arrive, mais avec plusieurs voix selon les religions. Exactement, oui. Alors souvent, et d'ailleurs mes étudiants me disent souvent, mais la religion est contre l'avortement. Eh bien, la religion aux États-Unis, ça n'existe pas. Il y a une multitude de religions chaque religion ou chaque dénomination a un rapport particulier à le début de quand est-ce qu'on devient une personne, quand est-ce que la vie commence, est-ce que ça peut être justifié dans certains cas de mettre fin à une grossesse, etc. Et là, on a entendu par exemple que certaines organisations juives à New York étaient en faveur de certaines mesures contraceptives. Sur la question de l'avortement, la loi juive a une lecture assez différente et dans certains cas, l'avortement n'est non seulement autorisé, mais il est parfois jugé comme étant nécessaire. Voilà, une obligation religieuse s'il s'agit de sauver la vie d'une femme enceinte qui serait mise en péril par sa grossesse. Marion Pulse, très important de contextualiser cette prise de décision dans cette fin des années 1950 avec de nouveaux arguments. Cet argument médical, il est très fort de dire que la contraception, et on l'entend en sous-texte, pourquoi pas l'avortement, peut être autorisé si c'est pour sauver la vie d'une femme. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de tous ces arguments qui vont sans cesse et légitimement être utilisés pour pousser le droit à l'avortement. Oui, tout à fait. C'est une des raisons qui va être avancée. Et puis notamment aussi parce qu'il y avait énormément d'avortements illégaux qui avaient lieu et qui, de fait, conduisaient à la mort d'un certain nombre de femmes. Et puis je voulais revenir sur la question du lien entre la contraception, le combat pour le droit à la contraception et le combat pour le droit à l'avortement. Puisqu'en fait, il y a un lien très étroit, notamment au niveau judiciaire, puisqu'en fait le droit à l'avortement au niveau juridique va se baser sur une décision qui protégeait un droit constitutionnel à la vie privée concernant la question de la contraception. Et c'est sur cette idée que l'individu et la femme doivent être protégés dans certains cas de l'intrusion gouvernementale que va se baser aussi la défense du droit à l'avortement. Avec ce droit à l'avortement qui passe par la législation. Et on le rappelle encore une fois, puisque ça vaut encore pour aujourd'hui, mais puisque nous sommes là dans les années 1950-1960, une voix particulièrement virile. Je voudrais savoir, Marion Pulse, est-ce qu'on peut essayer de dresser des choix politiques selon les deux grands partis aux États-Unis, républicains et démocrates, par rapport au droit à l'avortement? Dans ces années 50-60, est-ce qu'il y a des politiques qui portent vraiment l'idée qu'il faut un droit à l'avortement? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les choses sont assez différentes à l'époque de ce qu'elles vont le devenir par la suite. Et on note notamment qu'en fait, avant la toute fin des années 70, le Parti républicain ne défendait pas cette opposition à l'avortement qui va devenir un petit peu un des motifs au cœur de la révolution réganienne à partir de son élection. Oui, c'est-à-dire que les conservateurs, les républicains, on va dire, jusqu'à la fin des années 1970, n'étaient pas là à prendre l'avortement comme un thème de campagne majeur. Anne Légier. Oui, ce qui est intéressant pour rebondir là-dessus, c'est que en 1973, quand la Cour suprême décide d'interdire aux États d'interdire l'avortement, Betty Ford, qui est la première dame, dit c'est une décision formidable, et un sénateur qui était pas aussi connu qu'aujourd'hui, Joe Biden, dit que c'est une décision qui va trop loin. Et donc on voit que à l'époque, la division qu'on voit aujourd'hui sur le fait que les républicains seraient
hostiles à l'avortement et les démocrates extrêmement favorables au droit à l'avortement. C'est pas vrai, même jusqu'à la fin des années 90. On a toujours, enfin jusqu'au début des années 90, pardon, on a toujours à peu près le même nombre de gens chez les électeurs républicains et chez les électeurs démocrates qui se disent favorables au droit à l'avortement. Marion Pulse. Oui, concernant cette question, je voulais ajouter un certain nombre d'éléments, parce qu'en effet, c'est assez tardivement que c'est quelque chose qui va apparaître dans le programme du parti. La première fois pour le Parti républicain, c'est en 1976, donc c'est quand même assez tardif. Et notamment même Reagan lui-même, quand dans ses précédentes fonctions en Californie, avait pris des mesures qui autorisaient l'avortement, ce sur quoi il va revenir par la suite. Mais si on regarde les chiffres, vraiment on se rend compte que les positions des deux partis sont assez différentes par rapport à ce qu'elles le sont de nos jours, puisque si on regarde un petit peu l'évolution, il y avait quand même une grande partie des républicains qui étaient en tout cas avant donc la fin des années 70 et les années 80 pour en tout cas un certain droit à l'avortement sous certaines conditions. Mais parce qu'il y a l'opinion publique qui est aussi active dans cette histoire-là. C'est très important de le rappeler avec des scandales sanitaires majeurs. Là, on dit le thalidomide. Ça, c'est un nom qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui, dans les années 1960, a beaucoup fait parler avec des enfants qui naissaient handicapés à cause de ce médicament-là, qui a provoquer la terreur de tant et tant de mamans, et pas seulement aux États-Unis, et même en Europe. Et c'est vrai que, voilà, là, l'opinion publique a une vraie réflexion aussi à ce moment-là sur le droit à l'avortement. Anne Légier, Oui, alors la thalidomide, c'est un médicament qui est tératogène, c'est-à-dire qu'il provoque de très grandes malformations fœtales. Alors, heureusement, aux États-Unis, grâce à une femme médecin de la FDA, la Food and Drug Administration, il n'a pas été commercialisé aux États-Unis, mais il y a eu un grand scandale qui implique une Américaine qui avait pris de la thalidomide, que son époux avait ramené de Grande-Bretagne. Et c'était une femme qui était une personnalité de télévision locale, une jeune mère de famille qui était enceinte de son 5e enfant, qui s'appelait Sherry Finkbein. Et lorsqu'elle a découvert qu'elle avait par inadvertance pris ce médicament extrêmement dangereux, elle a consulté son médecin qui a tout de suite recommandé une interruption médicale de grossesse. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un grand décalage entre les pratiques médicales et le droit. Il y a une étude de 1959 qui a été menée en Californie d'ailleurs, qui a montré que les médecins avaient des pratiques en décalage total avec le droit et qu'ils pratiquaient des avortements qu'ils jugeaient légitimes, alors que, en fait, en théorie, ils étaient illégaux. Et donc, cette affaire a montré ce décalage à l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que elle a voulu avertir un peu la presse locale, sans donner son nom au début. Et lorsqu'on a vu cette affaire dans la presse, l'hôpital a tout de suite annulé l'intervention. Et s'en est suivi une saga où elle a tenté d'aller au Japon. Ça a été suivi par la presse dans le monde entier. Le pape a donné son avis sur la question. En France, on peut retrouver des articles dans Le Monde sur cette affaire. Et donc, les Américains, en général, ont vu cette mère de famille extrêmement respectable, qui voulait des enfants, qui en avait déjà pas mal, mais qui là prenait une décision qui semblait raisonnable à tout le monde, puisqu'il y a eu des sondages après, on a vu que la majorité des Américains pensaient qu'elle avait pris la bonne décision, mais qui était obligée de quitter le pays pour pouvoir mettre fin à cette grossesse, quitter le pays comme beaucoup d'Américaines l'ont fait à l'époque. Voilà. Et donc, pour aller en c'est Suède, une affaire... par exemple. Oui, voilà. Elle a fini par avorter en Suède. Et c'est aussi une affaire qui était peut-être un peu marginale à l'époque, mais qui a préparé ce qui s'est passé, les conversations qui ont eu lieu après, puisqu'il y a eu plusieurs épidémies de rougeole en 64 et 65. Et la rougeole peut aussi avoir des effets tératogènes, donc sur le développement du fœtus. Et la grande panique qui avait été cristallisée autour de l'affaire Sherry Finkbein a été revisitée
une nouvelle fois dans les années 60. Donc ça prépare vraiment le terrain avec d'autres choses qui se passent en même temps. Hein. Comme le disait Marion Pulse, il y a aussi cette décision de 65, Griswold, sur la contraception qui ouvre la voie pour mettre en avant l'idée de vie privée, qui est intéressante puisque d'ailleurs elle n'existe pas mot pour mot dans la Constitution, mais c'est un droit qui est considéré comme étant implicite puisque la Constitution protège les libertés fondamentales. Donc les couples ont droit à la vie privée, ils ont le droit de décider s'ils veulent ou s'ils veulent pas avoir des enfants. Et là, c'est un exemple intéressant. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous avançons pas à pas pour essayer de comprendre cette histoire complexe, l'histoire du droit à l'avortement aux États-Unis. Nous sommes là maintenant à la fin des années 1960, au début des années 1970. On voit que les choses bougent, mais il n'y a pas de droit à l'avortement. Et puis, il faut rappeler sans cesse que les États-Unis sont un État fédéral. Les hôpitaux américains sont déjà surchargés, mais les hôpitaux de New York vont devoir faire face, depuis le 1er juillet, à un nouveau rush, celui des femmes qui veulent se faire avorter. En effet, depuis le 1er juillet, l'avortement pour la première fois aux États-Unis a été légalisé dans l'État de New York. Légalisation suivant des normes extraordinairement libérales qui risquent de faire de New York la capitale de l'avortement américain. Seule limite le prix, cela coûtera tout de même au minimum 2500 francs par opération. Inutile de dire que cette mesure a fait couler beaucoup d'encre. C'est un chapitre tragique de l'histoire américaine, a écrit le cardinal archevêque de New York, le cardinal Cook, pendant que l'Église catholique rappelait que tous ceux qui participent à un avortement sont passibles d'excommunication. Cette division des esprits se reflète dans les sondages. 50% des Américains sont encore contre l'avortement, 40% pour et 10% sans opinion. Parmi les opposants, la province, l'Ouest, le Middle West, le Sud, les femmes plus que les hommes, les Noirs plus que les Blancs, les catholiques et les Juifs plus que les protestants. Parmi les favorables, les grandes villes, de l'Est en particulier, la bourgeoisie libérale, la jeunesse éduquée. Reportage d'Emmanuel Delataille pour le journal télévisé de 13h en 1970 aux États-Unis. Marion Pulse, quand on entend ce reportage, déjà, on a ce rappel de la grande diversité des États-Unis. Nous l'évoquons comme un tout parce que ça va plus vite, mais non, parce que diversité géographique, diversité des villes, des campagnes, et puis selon les communautés qui composent ce pays. Et là aussi, ça doit être pris en compte pour réfléchir à l'histoire de l'avortement. Oui, tout à fait. Le pays est vraiment loin d'être homogène, et notamment sur les questions sociales. Et on passe alors on en parlait tout à l'heure, d'une période où il y a peu de lois contre l'avortement, puis on passe à un stade où la plupart des États vont interdire l'avortement. Et on va ensuite arriver à commencer évidemment par les États progressistes dans les années 70 à un certain assouplissement des lois et des restrictions contre l'avortement. Avec, dans cette histoire-là, c'est vrai, toujours cette histoire entre l'avortement, la contraception, mais les deux avancent de pair. Anne Légier? Oui, au milieu des années 60, tous les États interdisent l'avortement. Il y a parfois des petites exceptions pour sauver la vie de la mère, et je cite, là encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'année 1970, ça marque vraiment un tournant. Et vous avez insisté sur la dimension fédérale de cette nation. C'est important. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on parlait du voyage, mais à partir du moment où New York légalise l'avortement sans condition de résidence, c'est le seul État qui le fait avant 73. Il y a 4 États qui légalisent l'avortement, mais New York est le seul qui le fait sans condition de résidence. Et alors là, on a effectivement New York devient effectivement, comme disait le reportage, la capitale de l'avortement. Et tout un tas d'Américaines prennent l'avion pour aller avorter à New York, parfois dans la journée. On a beaucoup de documentaires à l'époque là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça met en relief toutes les inégalités. Puisque, par exemple, la Jane Roe, la fameuse Jane Roe de l'affaire, aurait pu se déplacer, aurait pu aller à l'étranger, etc. Mais elle n'en avait pas les moyens. Et donc, les femmes qui voyagent pour aller à New York, ce sont des femmes qui ont un certain nombre de ressources financières en particulier, mais aussi culturelles, etc. Et donc, ça montre les inégalités. Et tout à l'heure, on parlait de convergence des luttes. Cette idée d'injustice, de loi injuste, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant dans les années 60, que
que les mouvements contre la guerre du Vietnam, pour les droits civiques, etc., mettent en avant, et qui est mis en avant aussi par un groupe qui s'appelle le Clergy Consultation Service, qui parle de lois injustes. C'est composé par des pasteurs et des rabbins qui créent cette organisation à New York en 67, et ils parlent de lois injustes. Ils utilisent tout le vocabulaire de la désobéissance pour mettre en avant le combat, et un des éléments qu'ils mettent en avant, c'est le fait qu'il y a de très grandes inégalités d'accès, et que les femmes qui sont les plus susceptibles d'avoir des complications suite à des avortements illégaux, ce sont les femmes pauvres, ce sont les femmes issues de minorités, ce sont les mineurs, etc. Et puis nous le disons sans cesse, ce discours religieux très important, avec un discours qui n'est pas uniforme pour la religion, un discours médical. À partir de quand est-on un enfant dans le ventre de sa mère? Un discours politique, bien sûr. Et puis l'opinion publique, et parfois l'opinion publique, et même d'ailleurs très souvent, ça passe par les artistes. Évidemment, la pilule contraceptive. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à l'histoire du droit à l'avortement aux États-Unis. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Bouek. Aujourd'hui, la technique Olivier Arnay. Merci à Chantal Nouvelot à Lyon pour Radio France. Dites-nous, Marion Pulse, dans cette convergence des luttes que nous évoquions, ces luttes des années 1960, que l'on retrouve toujours, bien sûr, et peut-être plus vives dans les années 1970, on va avoir vraiment ces combats pour le droit des femmes, le féminisme qui est là, pour la liberté qui se mêle à la volonté de maîtriser son corps, et donc pour ces femmes et ces hommes aussi, c'est la lutte pour le droit à l'avortement. On peut le comprendre qu'en contextualisant sur ce qui se passe dans ces années-là. Oui, tout à fait. Ce sont des années vraiment de lutte sociale assez forte, et notamment pour défendre les droits des minorités. Il y a une association qui est créée en 1966, qui vise vraiment à défendre les droits des femmes au plus haut niveau. Et cette association va prendre en main un certain nombre de questions qui n'étaient pas forcément portées par les mouvements féministes auparavant, et notamment tout ce qui est lié au corps de la femme et à la liberté d'en disposer comme elle le souhaite. Jusqu'à cette décision de 1973, là, va falloir s'arrêter sur la question, c'est un jalon. Le reste de l'actualité ce matin, c'est d'abord cette mesure. L'avortement est désormais légal aux États-Unis. Ainsi, on a décidé la Cour suprême après 2 ans de délibération, Jean Pézieux. L'interruption de la grossesse sera pratiquée différemment selon les périodes. Pendant les 3 premiers mois, la femme et son médecin sont entièrement libres. Entre le 3e et le 6e mois, l'État pourra intervenir, mais seulement pour s'assurer que l'opération est pratiquée dans des conditions qui ne mettent pas en danger la vie de la femme. Enfin, si la grossesse met en danger la mère, l'État sera libre d'interdire l'avortement. Quelle incroyable décision en 1973, parce que c'est l'aboutissement de 2 ans d'attente. Anne Légier, de quoi s'agit-il ? Alors, on a une affaire qui commence au Texas. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire, c'est celle-là qui a abouti, mais il y avait d'autres stratégies à l'époque qui étaient en œuvre. Et on a parlé tout à l'heure de l'État de New York, donc il y avait une stratégie législative, c'est-à-dire essayer de changer les lois État par État. Ça avait été criminalisé État par État. Ça aurait pu très bien être décriminalisé État par État. Mais en même temps, on a, puisqu'on est dans un pays de common law où les tribunaux ont un pouvoir important, une stratégie judiciaire qui est en œuvre. Il y en a plusieurs. La première qui aboutit, c'est celle-là, où on a une femme qui vient de l'État du Texas. L'État du Texas a une loi extrêmement restrictive, et donc elle est enceinte. Elle ne souhaite pas être enceinte, et ses avocates utilisent en fait cette affaire pour remettre en question la légitimité, la constitutionnalité de cette loi de l'État du Texas. Et la Cour suprême tranche en faveur de la plaignante en disant effectivement, c'est contraire à la Constitution, parce que la Constitution protège le droit à la vie privée. Et par extension, on avait l'affaire de 65, Griswold, qui était sur la contraception pour les couples mariés. En 71, Eisenstadt, pour la contraception sur tous les couples. Donc c'est-à-dire tout le monde. Et ensuite, on étend cette question-là pour inclure l'avortement dans la question de la vie privée.
Marion Pulse, cette décision de la Cour suprême des États-Unis en 1973, c'est vraiment intéressant parce que ça concerne en fait deux individus. C'est une décision entre deux personnes et d'ailleurs c'est ce qui reste toujours comme référence. Alors encore aujourd'hui avec tous les enjeux politiques actuels, mais en 1973, c'est vraiment ça. C'est un cas particulier qui d'un seul coup est étendu à l'ensemble des États des États-Unis. Oui, tout à fait, puisque la Cour suprême fonctionne de telle façon qu'elle ne peut pas en fait statuer sur des questions de manière abstraite. Donc il faut qu'il y ait à chaque fois une affaire spécifique qui est présentée, et puis on va avoir évidemment deux étages au niveau de la résolution, à la fois ce qui va concerner les parties prenantes donc du coup dans l'affaire, mais aussi le retentissement plus large en matière de politique publique. Ouais, parce que le retentissement est énorme, ça change vraiment les choses concrètement pour les femmes, comme vous le dites avec justesse, qui sont enceintes mais qui ne souhaitent pas être enceintes. Oui, et ça change rien pour la pauvre Jane Roe, qui s'appelait pas Jane Roe, c'est un pseudonyme, qui s'appelait Norma McCorvey. Mais comme l'a très bien dit Marion Pulse, on a besoin d'une affaire et je dois dire que, en l'occurrence, on se sert un peu de la pauvre Jane Roe puisque le temps de la justice est un temps long. Quand l'affaire est résolue, elle est plus enceinte, mais c'est-à-dire qu'elle a mis au monde un enfant. Mais pour les autres femmes, ça a un impact très important puisque ça veut dire que toutes les lois sont caduques. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans la période actuelle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des lois qui n'avaient pas été abrogées et qui sont toujours, une fois que Roe n'existe plus, qui sont toujours là. C'est notamment le cas dans le Michigan ou dans le Wisconsin, donc des lois zombies qui reviendraient d'entre les morts. Mais donc ça change tout pour les femmes américaines. Ça veut dire que dans le premier trimestre de grossesse, où se passe l'immense majorité des avortements, les États fédérés n'ont pas le droit d'intervenir dans cette décision. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que ça laisse vraiment beaucoup de pouvoir aux États, c'est-à-dire que les États n'ont pas obligation d'interdire l'avortement. Donc, Roe permettait tout à fait aux États de ne pas légiférer en matière d'avortement. Et il y a certains États qui ont choisi de ne pas légiférer, le Colorado par exemple. C'est Roe versus Wade et on peut rappeler que c'est Henry Wade, c'est celui qui représente l'État du Texas. C'est vraiment le procureur de Dallas. On a les deux protagonistes qui font cette décision de 1973 avec Marion Pulse. Ici, quand même, l'aboutissement de ce très long processus. Mais on le voit bien, c'est très états-unien comme démarche. Il faut ruser, il faut composer. C'est composer avec la loi, composer avec les différentes composantes de la société. Oui, tout à fait. Comme l'évoquait Anne Légier, souvent les grandes affaires et les décisions, les arrêts de la Cour suprême fondamentaux ne sont pas du tout issus du hasard, mais au contraire font partie d'une stratégie qui est bien établie. Et c'était en effet le cas ici pour Roe v. Wade, puisqu'en fait elle a entendu parler, donc Norma McCorvey a entendu parler de deux avocates qui cherchaient une plaignante qui avait son profil, et il y a de grands arrêts, notamment concernant d'autres questions comme les questions de la ségrégation, par exemple, où les choses vont se faire de manière similaire, à savoir que on va délibérément aller à l'encontre d'une loi d'État dans l'espoir que la Cour suprême se saisisse du cas pour statuer, dans l'idéal, dans son sens. Marion Pulse, on peut dire malgré tout qu'à partir de 1973, ça y est, le droit à l'avortement est acquis partout aux États-Unis. Non, c'est toujours beaucoup plus complexe. Et puis, on pourrait rajouter, et là encore c'est très présent, les pressions qui dépassent simplement le cadre de la justice, ces pressions religieuses, familiales qui peuvent toujours être présentes. Mais à partir de 1973, une femme qui décide de mettre fin à sa grossesse, normalement, elle doit pouvoir le faire partout. Alors en effet, ce que cette décision apporte, c'est une certaine uniformisation, puisque le droit à l'avortement devient un droit qui est défendu
au niveau fédéral. En revanche, il va très rapidement, et notamment à partir des années 80, y avoir un mouvement conservateur qui va être à l'œuvre et qui va s'attacher à essayer au maximum de commencer à détricoter un petit peu ce qui avait été consolidé avec Roe v. Wade. Eh ben d'ailleurs, on va regarder un petit peu ce qui se passe au moment des campagnes électorales. 1973, Roe v. Wade, ça y est, le droit à l'avortement normalement est acquis, où plus personne ne peut le criminaliser, très bien. Mais qu'en est-il en 1976, à la fin de l'année, novembre, c'est la campagne électorale et Jimmy Carter, prend la parole. Il est candidat à la présidentielle. Personne ne sait encore qu'il sera élu, c'est juste dans quelques jours. We ought to always go with the private sector and not government. Jimmy Carter essaie toujours d'adapter ses propos en fonction de l'auditoire. Et ses idées passent du plus social au plus conservateur selon les régions visitées, ce qui lui vaut parfois quelques ennuis. Ainsi, à propos de la liberté de l'avortement et de l'amendement constitutionnel destiné à la réglementer plus sévèrement, Jimmy Carter, par ses propos contradictoires, s'est aliéné les sympathies de la hiérarchie catholique et des organisations favorables au droit à la vie. Mais heureusement pour Carter, ce sujet, si l'on en croit les sondages, n'intéresse qu'une petite minorité d'Américains. Voilà, deux choses passionnantes là, de ce qui vient d'être dit pour essayer de comprendre ce moment. C'est Jimmy Carter, démocrate. S'il y a besoin, le droit à l'avortement, il le soutient pas plus que ça. Et dans le même temps, ça n'intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en 1976, ce n'est toujours pas un grand sujet de campagne électorale. Anne Légier. Oui, c'est ça le plus frappant en fait, c'est que ça n'intéresse pas les Américains. Et pourquoi est-ce que ça finit par passionner les Américains ? Il me semble que c'est le fruit d'une certaine instrumentalisation politique, c'est-à-dire que les candidats, petit à petit, comprennent que c'est un sujet qui peut mobiliser un électorat chrétien, conservateur, qui n'était pas forcément très intéressé par la politique. Il faut pas oublier que Jimmy Carter vient du Sud quand même, donc c'est un démocrate. Et puis on a une reconfiguration en fait des idées du Parti démocrate dans cette période-là et la période qui suit, mais de se dire que finalement l'avortement c'est un sujet qui petit à petit, à partir de l'élection de Reagan et tout au cours des années 90 et puis jusqu'à maintenant, l'élection de Donald Trump en est un exemple criant, permet au Parti républicain de mobiliser un certain électorat qui va finir par n'avoir que ça à l'esprit. On parle de single issue voters, des gens qui ne votent que sur une question, et l'avortement, c'est vraiment quelque chose qui mobilise cet électorat-là. Marion Pulse, on assiste vraiment à un renforcement de ce mouvement conservateur aux États-Unis. On parle souvent de l'élection de Ronald Reagan en 1980, mais s'il est très conservateur, c'est aussi parce que il s'appuie sur un mouvement qui est antérieur, et ça, on l'oublie souvent. Mais il y a ici quelque chose où les idées deviennent de plus en plus dure, tenace, elle se radicalise du côté conservateur. Et l'avortement, est-ce qu'on peut dire que, ici, c'est une forme de ralliement pour tous ces conservateurs, où on se met d'accord sur cette ligne, pas d'avortement? Oui, tout à fait. C'est donc quelque chose qui entre vraiment dans le programme du Parti républicain, qui va y être présent dans toutes les campagnes du Parti républicain, qui va appeler de ses vœux un amendement à la Constitution qui interdirait l'avortement. Donc c'est vraiment une prise de position extrêmement forte. Et en effet, si on revient à l'élection de Reagan, elle est en grande partie liée avec la présence d'une nouvelle droite religieuse, et du coup ce mouvement-là va se rallier autour de la question de l'avortement, d'abord la communauté catholique, puis la communauté évangélique, et la plupart des électeurs qui vont porter Reagan à la présidence vont s'opposer à l'avortement. Mais qu'en est-il de tous les arguments qui ont pu être développés pendant toutes ces années précédentes, ces arguments que on a ici présentés, de dire en cas du danger pour la mère, en cas de viol, en cas d'inceste, et puis tout simplement dans le cas des médicaments, si on sait que l'enfant peut être lourdement handicapé, comment ça se passe? Tous ces arguments-là, Marion Pulse, disparaissent, ils ne sont plus du tout entendus, ou alors les conservateurs, les
républicains peuvent adapter leur discours en mettant des nuances parfois. Alors il y a quand même quelques nuances. Puis si on regarde l'année 1975, les républicains, 25% de républicains se prononcent contre un avortement dans tous les cas, quelles que soient les situations. Quand une autre partie des républicains sont d'accord pour autoriser quelques exceptions, notamment en cas de viol, en cas d'inceste ou dans les cas où la vie de la mère serait mise en danger. Et cette radicalisation, et là le mot n'est pas abusé, apparaît nettement dans les années 1980 avec des séries d'attentats, des campagnes anti-avortement d'une violence inouïe. Et là, le président Reagan, au moment de sa tentative de réélection, donc il va être élu, on sait, il fait 2 mandats, lui aussi prend la parole. Le problème de l'avortement nous prend à la gorge. Est-ce que l'avortement tue une vie humaine ou non? Si ça tue, et la médecine le montre de plus en plus, il faut l'arrêter. Les responsables des mouvements anti-avortement organisent des manifestations, à l'origine limitées aux rues de Washington, mais qui aujourd'hui se répandent dans la plupart des grandes villes américaines. Manifestations pacifiques, du moins jusqu'à l'an dernier, où l'on a commencé à voir les adversaires de l'avortement s'attaquer directement aux cliniques et centres de planning familial. Des actes de violence qui inquiètent. 1984, plus de 30 centres ont été soit endommagés, soit complètement détruits. Nous étions en février 1985 avec cette archive. Anne Légier, faut rappeler la violence de ces mouvements qui luttent contre l'avortement et vraiment jusqu'à la mort. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous interpelle toujours, ce paradoxe de dire pour sauver la vie, on est prêt à tuer. Oui, il y a un phénomène qui se développe donc à partir essentiellement de la fin des années 80 et qui est vraiment très fort dans les années 90. La dernière personne qui a été assassinée par un militant anti-avortement, c'est le docteur Tiller, il y a une 15aine d'années. Mais en tout, il y a à peu près 15 personnes qui travaillaient pour des cliniques qui ont été assassinées. On a des mouvements qui ont des hit lists, donc une liste de personnes à tuer. On a les diffusions d'informations personnelles de toutes les personnes qui pratiquent des avortements ou qui travaillent dans les cliniques. On a des médecins qui, encore aujourd'hui, vont travailler avec un gilet pare-balles, qui souvent n'habitent même pas dans l'État où ils pratiquent des avortements. Alors là, je parle en fait avant Dobbs, avant 2022. Mais par exemple, dans le Mississippi, il n'y avait pas de médecin qui pratiquait les avortements. Il y avait un médecin ou plusieurs médecins, mais qui venaient dans cette seule clinique qui restait dans le Mississippi et qui venaient d'autres parties des États-Unis en avion 1 ou 2 jours par semaine. Donc le gros problème en fait à l'issue de ces violences, c'est que l'avortement est devenu très difficile d'accès puisqu'il y avait très peu de médecins qui pratiquaient des avortements. Avec Marion Pulse, quelque chose qui me paraît de plus en plus idéologique. Alors vous me corrigez si je dis une bêtise, mais on sent que au fil du temps qui passe, et nous arrivons dans les années 1990, dans le discours politique et puis dans les engagements militants, les arguments ne passent plus du tout. C'est anti-avortement de manière radicale. Oui, tout à fait. Là, il y a un peu une rupture du dialogue qui empêche des échanges au niveau des arguments et qui va de pair avec une polarisation politique grandissante et qui n'a eu de cesse de s'accélérer. Que si on regarde la façon dont les républicains s'identifient en termes d'adhésion aux deux camps, puisque on en est venu à parler de camp, le camp qui défend la possibilité d'avoir un choix pour les femmes et le camp qui se présente comme étant pro-vie, on voit qu'en 95, seulement 51% des républicains se décrivaient comme pro-vie. En 2024, on en est à 72%. Donc là, on est vraiment dans une position qui est extrêmement majoritaire. Est-ce qu'on peut dire, Marion Pulse, qu'il y a malgré tout à l'intérieur de chacun des camps des subtilités? Ou je reformule ma question, est-ce qu'à l'intérieur des démocrates et des républicains, on va trouver des pour et des
contre avortement. Chez les républicains, par exemple, il y en a qui sont pour l'avortement, enfin, qui sont pour le droit à l'avortement. Oui, alors ils sont très minoritaires. Si on regarde actuellement les chiffres de 2024 indiquent qu'il y a seulement 12% des républicains qui sont en faveur d'un avortement légal, sans parler de seulement sous certaines conditions, mais légal dans tous les cas. Donc ce qui est quand même assez faible. Alors, après ils sont là, mais c'est quand même un chiffre qui est assez faible. Avec Anne Légier, l'histoire du temps présent, parce que si nous évoquons la présidence de Donald Trump, on voit que tout ce que nous avons dit depuis le début de l'émission est sans cesse remis en question, et notamment ce droit à l'avortement qui, depuis 1973, avec Roe versus Wade, demeure la référence. Trump, 2022, met fin à cela. Oui, alors là encore, c'est l'issue d'une stratégie donc d'instrumentalisation en fait de cette question de l'avortement. On peut dire, évidemment, c'est toujours compliqué de dire comment et pourquoi quelqu'un est élu, mais on peut dire en partie qu'il a sans doute été élu, Donald Trump, en mobilisant cette question de l'avortement. Il y a eu un petit peu de manœuvre politique du Parti républicain pour empêcher le président Obama de nommer un remplaçant pour le juge Scalia qui est décédé en février 2016. Et donc, on voit bien que le président Trump, le candidat Trump, qui après tout, n'a sans doute pas d'avis très tranché sur la question de l'avortement, mais qui n'a pas non plus le profil d'un candidat qui plairait à cet électorat religieux conservateur. On voit bien pourquoi. Il mobilise cette question-là et il permet à cet électorat de voter pour lui, et sans doute que ces votes-là ont fait la différence dans l'élection. Et puis après, il a un peu de chance et un peu de manœuvre politique font qu'il arrive à nommer 3 juges à la Cour suprême et de changer la majorité complètement. Et donc à partir du moment où on voit que la majorité a changé, on pense qu'il y a quelque chose de sérieux qui va se passer, mais on s'attend quand même pas nécessairement à ce que la décision, l'arrêt soit aussi radical. Il y aurait pu avoir un entre-deux, quelque chose qui remettrait en cause je sais pas, l'avortement après la 15e semaine de grossesse, par exemple, dans le cas du Mississippi. Mais là, on a un revirement de jurisprudence qui est extrêmement rare dans l'histoire des États-Unis. Donc on revient sur un droit qui était considéré comme un droit constitutionnel pendant 49 ans. Et ça, c'est extrêmement rare. Et puis, vous dites que Donald Trump a eu de la chance parce que oui, pour remplacer un juge de la Cour suprême, il faut qu'il y ait un décès ou une démission. Et il en a eu, lui, donc il a pu faire de cette Cour suprême quelque chose dont il peut contrôler les décisions avec, ici en 2022, la révocation de l'arrêt Roe versus Wade avec, dites-nous Marion Pulse, un retour en arrière selon les points de vue, et nous ne sommes pas là pour prendre parti, ou alors un progrès selon les plus conservateurs, mais en tout cas, et ça c'est très concret, un changement de vie pour toutes ces femmes qui sont concernées. On voit, il y a jusqu'à 13 États où l'interdiction est totale. Oui, tout à fait. Suite à cette décision qui a été possible, justement, comme on le disait, par la nomination de 3 juges conservateurs à la Cour suprême, parce qu'on oublie souvent que la Cour suprême, justement, par le système de nomination, est une institution qui est éminemment politique. On assiste vraiment, du coup, à un retour en arrière avec la décision Dobbs, puisque les décisions concernant l'avortement repartent du côté des États. Donc on va avoir 2 mouvements. On va avoir donc un certain nombre d'États conservateurs qui vont restreindre de manière extrêmement forte le droit à l'avortement, en enlevant même des possibilités d'exception, et de l'autre côté des États progressistes qui eux vont essayer au contraire de renforcer ce droit au sein de leurs États. Et puis il y a quelque chose, Anne Légier, qui tient
du stimulus au moment de parler d'avortement lors d'une campagne électorale. C'est extrêmement symptomatique, on le voit. Il suffit de dire voilà, contre l'avortement, et on sait qu'on va pouvoir rallier une partie de la population, parce qu'on l'a dit, le débat n'est plus possible, et on sent que les marges de souplesse, parce que tous ces cas très particuliers qu'on a évoqués ne sont même plus pris en compte. C'est devenu quelque chose de très efficace. Et vous l'avez dit avec justesse, pour un personnage comme Trump qui ne correspond à rien au schéma conservateur, ne serait-ce que par sa vie et par ses actions, par ça, il se donne une image de manière très facile de bon conservateur. Oui, et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a une sorte de revirement dans le sens où maintenant, le Parti démocrate se saisit à nouveau de cette question, et on l'a vu à la Convention démocrate à Chicago. Il y a 4 ans, on n'a pas prononcé une seule fois le mot avortement, et cette année, ça a été dit, redit, on parle de reproductive freedom, et on essaye d'impulser de la nuance dans cette question-là, parce que les électeurs conservateurs et les électeurs républicains, même si dans le déclaratif, ils sont opposés à l'avortement, quand on leur pose des questions extrêmement précises, mais alors, dans ce cas-là, est-ce que si vous faites une fausse couche, on va vous refuser un curetage, etc. Tout ça, ça montre qu'il y a beaucoup plus de nuances que ce qu'on pourrait imaginer. Le besoin de débat, de nuances et d'histoire sur des questions aussi complexes. Merci vivement à toutes les deux, Merci. Marion Pulse et Anne Légier, d'être venues dans le cours de l'histoire sur France Culture. Que faites-vous du droit des bébés à la vie ? Vous irez tous en enfer. La religion aux États-Unis, ça n'existe pas. Il y a une multitude de religions et l'intime est politique. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copet, Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum et Maïwen Guiziou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.